Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver après notre débat fructueux de ce matin sur l'économie circulaire dans les systèmes agricoles pour une nouvelle table ronde du coup autour de l'industrie. Mon nom est Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, je suis le directeur général de ZAC, entreprise de l'économie circulaire qui lutte contre le gaspillage électronique en garantissant une seconde vie à tous les produits électroniques. Avant d'avoir le privilège et l'honneur de présenter nos différents intervenants, ce qui soit en présentiel ou à distance, grâce à la technique, je vais rapidement présenter le sujet en lien avec l'Open Diplomacy. Le thème de cette table ronde qui va nous occuper du coup jusqu'à à peu près 16 heures, recycler l'économie, repensons notre appareil productif. Notre industrie représente à elle seule environ un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre, aux procédés industriels eux-mêmes qui nous coûtent 10% de notre budget carbone, il faut ajouter l'énergie consommée par la production secondaire, environ 23% de nos émissions. Le défi écologique est donc d'abord un défi industriel, d'où l'importance du débat que nous allons avoir pendant l'heure qui arrive. Pour le relever, le développement d'une économie circulaire, comme l'optimisation de nos ressources par la transition numérique, nous donne de bons espoirs. Mais comment aller plus vite pour transformer les capitaines d'industrie de notre pays en champions de la transition? C'est ainsi que nous allons en débattre désormais. Pour échanger sur ce sujet, j'ai d'abord le plaisir d'accueillir Anicia Zegler, professeure à Catch Business School. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Julien Dubourg, bienvenue, Bonjour. Directeur des relations clients et du marketing de Citeo, donc en studio. Et à distance, nous disons bonjour à Gilles Béraud, qui est président de la Fondation des Transitions, qui œuvre en faveur de l'engagement social et sociétal des entreprises. Bonjour. Et enfin, deux autres intervenants, Nicolas Perry, qui est professeur aux arts et métiers, et Jean-Yves Laroffi, qui est directeur de l'usine L'Oréal à Vichy, donc sur le terrain, et on aura le plaisir du coup d'avoir un ensemble d'expertise pour interagir sur ce débat. Alors, la première question, c'est une question effectivement sur l'actualité d'une certaine manière. Les plans sociaux se multiplient actuellement. La question prioritaire qui agite beaucoup l'économie est la question de l'emploi. Est-ce que effectivement telle entreprise va pouvoir maintenir son activité? Est-ce que telle entreprise va survivre dans le contexte de la Covid-19 avec toutes les contraintes que cela peut susciter? Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression parfois que l'économie circulaire ne peut pas être vraiment au centre du débat en ce moment, puisqu'on pense d'abord emploi avant de penser peut-être transition industrielle, une transition sur le long terme. Alors du coup, ma première question sera simple. Est-ce que c'est vraiment le sujet du moment? Est-ce que cette crise peut être une opportunité ou est-ce qu'il faut d'abord régler certains problèmes avant de passer aux autres? Peut-être je vais vous laisser commencer sur cette question. Merci. Oui, je pense qu'elle peut être une opportunité. En effet, vous disiez qu'il y avait beaucoup de plans sociaux. En favorisant l'emploi vers des industries plus vertes, vers des innovations vertes, on peut en effet créer de nouveaux emplois. Alors après, se posera la question de savoir comment les gens qui étaient dans une industrie plus classique, ou du moins avec des procédés qui ne sont pas forcément en lien avec l'économie circulaire, peuvent se recycler dans des emplois qui sont d'économie circulaire. Mais on peut tout à fait saisir l'opportunité, bien au contraire. Cette crise, autant la faire fructifier et pouvoir se tourner peut-être encore plus rapidement vers de l'économie circulaire efficiente à tout échelon. Alors, est-ce que parmi les acteurs industriels, du coup, d'une certaine manière, il y a déjà une prise de conscience de l'économie circulaire qui date d'avant la crise? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en fait bien installé ou est-ce que la crise va révéler ça? Est-ce qu'elle va l'accélérer? De quand date un petit peu, en fait, de quand datent les éléments déclencheurs, s'il y en a? Avez-vous peut-être, Monsieur Dubourg, des exemples parmi tout l'écosystème de Citeo, tous les clients que vous accompagnez, qui démontrent d'une certaine manière que l'économie circulaire est déjà quelque chose de très engagé? Alors je crois qu'effectivement, c'est déjà engagé et ça fait un certain temps que c'est engagé. On peut s'en remonter au Club de Rome ou à ces instances. Bon nombre d'entreprises ont pris l'initiative, ont fait les démarches pour pouvoir se mettre dans une démarche d'économie circulaire. Bien sûr, il y a une accélération aujourd'hui. La pression des consommateurs, la pression politique pousse les entreprises à développer leur démarche pour mieux circulariser leur économie finalement. Il ne faut pas oublier que dès 1992, en ce qui concerne les emballages, les entreprises se sont organisées entre elles pour circulariser leur économie finalement, c'est récupérer, recycler leur matière pour pouvoir utiliser et l'intégrer dans leurs nouveaux produits. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement cette union des forces en 1992? Comment effectivement est née
Alors en fait, cette initiative? C'est la naissance du principe, en tout cas en droit français, de ce principe de responsabilité élargie du producteur. C'est une grande phrase, mais qui veut dire qu'en fait, finalement, les entreprises sont responsables évidemment de l'élimination de leurs propres déchets, mais aussi des déchets générés par leur vente. Donc c'est pour ça que c'est une responsabilité élargie. Et pour ça, les entreprises se sont unies. Il y avait deux possibilités. Soit chaque entreprise gérait elle-même ses déchets, mais quand on est face à 36 000 communes, c'est difficile de faire ça individuellement. Donc elles se sont rassemblées. Ça a donné la naissance à Éco-emballage, le premier éco-organisme en France, pour gérer un dispositif mutualisé et en développer les performances à la fois économiques et industrielles. D'accord. Alors, je crois que L'Oréal et Citeo, du coup, travaillent beaucoup ensemble, peut-être depuis 1992 ou le plus récemment. Certainement. Il y a pas mal effectivement, de belles success stories. Je me souviens l'année dernière, j'ai assisté au Circular Challenge, qui est un événement et tout un concours organisé par Citeo pour chercher les petites pépites de l'économie circulaire et les pousser dans le monde de l'innovation. Peut-être Monsieur Laroffi, effectivement, qui est vraiment au cœur du réacteur, au cœur du système dans une usine L'Oréal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de certains exemples d'économie circulaire au sein de votre usine, nous raconter un peu l'histoire? Je pense que nos auditeurs seront ravis d'avoir d'une certaine manière des images. Comment vous faites de l'économie circulaire au quotidien? Par qui êtes-vous aidé? Comment ça se passe un peu au quotidien dans une usine? Oui, avec plaisir. D'abord, bonjour à tous. Je suis obligé de porter mon masque puisque je suis dans mon usine et qu'il est à 100% obligatoire. Juste pour vous dire qu'effectivement, c'est une dynamique de long terme. Nous, notre usine, elle a 50 ans. Et depuis 50 ans, elle utilise déjà un ingrédient naturel qui est l'eau thermale. Et cette eau thermale, finalement, c'est une parfaite économie circulaire puisqu'on l'utilise, on la met dans nos produits, on la met à disposition du consommateur, il la met sur sa peau, des dispositifs d'évaporation, et puis and so on, et puis finalement elle retombe. Et puis depuis 10 000 ans, on a un beau cycle qui nous amène l'eau thermale à notre usine. Donc elle est née finalement sur l'économie circulaire, notre usine, et tout notre enjeu, c'est dans un secteur comme la cosmétique, fortement émetteur de packaging, émetteur, comme toutes les industries, d'empreinte industrielle, de la réduire au minimum et d'être au plus près des attentes des consommateurs, mais aussi de notre ADN et finalement de nos choix. Donc c'est pour ça que par exemple là, si vous voulez un exemple, l'exemple premier que je vais vous présenter, c'est le nouveau packaging en carton qu'on est en train de créer avec finalement BEAC, une très belle entreprise qui fait des tubes. Et on se dit comment limiter notre empreinte industrielle. Le mieux, c'est de le faire justement avec nos packaging, parce qu'on a la main, et on est capable de créer une filière de recyclage, notamment avec Citeo là-dessus. Ensuite, sur notre site, c'est d'être carboneux, de favoriser la biodiversité et d'arriver à une empreinte finalement carbone la plus limitée. On est aussi sur l'économie circulaire, sur l'eau qu'on utilise. Alors, on a un petit souci de réception. Désolé, on va peut-être effectivement passer à un sujet suivant, mais en tout cas, on voit effectivement qu'il y a deux sujets. Il y a à la fois le bilan carbone de l'usine en elle-même, c'est-à-dire mes process internes, ma gestion des déchets, et puis comment je fais pour travailler sur des produits qui sont systématiquement circulaires en eux-mêmes. On a vu effectivement l'exemple du packaging, et puis l'exemple du produit en lui-même, l'eau thermale. Donc on voit que les solutions sont possibles. Du coup, j'ai une petite question pour Nicolas Perry, du coup, professeur aux arts et métiers. Je crois que vous êtes un expert notamment de la fin de vie des produits, de la gestion de la fin de vie des produits. Est-ce que, d'une certaine manière, la majeure partie du travail doit être fait par les éco-organismes qui, du coup, s'occupent de la fin de vie, ces produits en lien avec leurs clients, en lien avec les entreprises? Ou est-ce que l'entreprise, bien en amont, peut elle aussi porter, en lien aussi avec les organismes, une part importante de responsabilité? Je pense évidemment à l'éco-conception qui détermine beaucoup de choses par rapport à la fin de vie des produits. Comment on peut effectivement maximiser d'une certaine manière, peut-être minimiser l'impact carbone et maximiser les effets de l'économie circulaire en jouant tous son rôle? Comment l'acteur industriel, en plus de l'éco-organisme, peut jouer un rôle important par rapport à la fin de vie des produits? Alors, donc, pour commencer, bonjour à tous. Merci aux rencontres du développement durable d'assurer techniquement la liaison. Alors, c'est clair que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne génère pas.
Et donc, celui qu'on ne génère pas, c'est les metteurs sur le marché, c'est les acteurs qui développent des produits, quels qu'ils soient. Arts et métiers, nous, on travaille, on va dire, dans les produits manufacturiers. L'automobile a été pendant longtemps un vecteur fort sur le développement de solutions pour la fin de vie des véhicules. Mais maintenant, c'est beaucoup, en ce qui nous concerne, les produits des déchets. Donc, on peut repenser ces produits globalement pour qu'ils puissent être les mieux conçus, les mieux envisagés pour deux choses. Anticiper leur fin de vie, trouver peut-être des solutions qui, en fin de vie, on va être capable de plus facilement séparer des matériaux, voire réutiliser des composants. Si on peut éviter d'aller jusqu'à du recyclage, faire du réusage, de la retransformation, de la reconfiguration, c'est parfait. Et l'autre alternative, pour améliorer, c'est aussi être en capacité d'utiliser et de mettre à disposition, alors là, les matières premières qui sont issues de l'économie circulaire, les matières premières secondaires, pour que ça devienne des nouveaux matériaux ou des matériaux, comme le sont des matériaux issus de filières vierges, à disposition des acteurs qui vont développer des produits. Donc, deux leviers. Travailler en amont sur les produits pour faciliter la fin de vie et mettre à disposition pour les concepteurs ou les développeurs de produits de pouvoir disposer, utiliser, pourquoi pas les composants de seconde main ou les matières premières recyclées. Alors, je me tourne peut-être vers vous pour prendre directement effectivement ce qui vient d'être dit et tirer un peu le filon. Qu'est-ce qui est le plus complexe, effectivement, lorsqu'on doit réutiliser des matières premières peut-être, ou penser dès le départ un usage secondaire? Qui est le plus complexe pour les acteurs industriels? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, ma question était peut-être un petit peu naïve, en tout cas enfantine, quels sont les principaux leviers en fait, et les principales barrières aujourd'hui qui empêchent les acteurs industriels de switcher définitivement dans une économie 100% circulaire? Certains acteurs, notamment aidés par la Fondation Ellen MacArthur, font des case studies très intéressants, que ce soit sur le textile avec H&M, les meubles avec Ikea et autres. On voit que certains modèles 100% circulaires sont possibles. Pourquoi aujourd'hui on n'y va pas en fait d'un coup comme ça, d'une manière assez comme une autoroute quelque part? Alors, je verrai trois barrières. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, mais disons trois qui me paraissent essentielles. Déjà technologiques. Si on pense à l'éco-conception et qu'on va penser à une matière première qui, en effet, en fin de vie sera meilleure, peut-être que son procédé de fabrication derrière pour l'objet n'existe pas ou est plus difficile à mettre en place. Parce que ce n'est pas un sujet nouveau, l'éco-conception, on en parle depuis longtemps. Ça manque d'investissement un peu dans la recherche en soi? En fait, je pense que les barrières sont telles à tout niveau que oui, il peut y avoir des barrières technologiques et d'innovation et donc d'argent mis en place pour trouver des nouveaux matériaux ou du moins recycler des matériaux qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Mais ça évolue. Mais après, je dirais que là, on parle d'éco-conception, on parle de fin de vie. Mais pour moi, une autre barrière, c'est aussi récupérer la fin de vie. C'est-à-dire que, par exemple, Nicolas Perry parlait de réutiliser les matières premières secondaires. Pour cela, il faut mettre en place une logistique inverse, c'est-à-dire quand on va de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, on fait le chemin arrière pour revenir au départ. Et cela est beaucoup plus compliqué que le chemin direct. Donc il y a cette barrière-là. Et pour faire cette boucle en fait, retour, il faut une collaboration entre toutes les entreprises. Et à ce moment-là, est une autre difficulté qui est cette collaboration. On parlait de Citeo et L'Oréal tout à l'heure, mais toutes les entreprises n'ont pas de collaboration de cette manière et donc ces collaborations sont à mettre en place et souvent on ne pense pas forcément, on connaît son réseau dans le secteur dans lequel on évolue, mais une barrière qui pourrait être levée, c'est d'avoir un levier qui pourrait permettre de lever cette barrière, ce serait justement d'avoir des réseaux qui soient intersecteurs, puisque une matière première, un déchet d'une filière peut être une matière première d'une autre filière et donc il faut des passerelles entre tous les différents secteurs. Donc ce que je comprends bien, c'est que s'il n'y a pas de notion d'écosystème, notamment dans la récupération des déchets, d'en penser pourquoi mon déchet peut être une ressource pour l'autre, si on est vraiment dans une dynamique industrielle par silo, l'économie circulaire ne peut tout simplement pas exister. Oui. Et comment on règle la question du financement? Vous dites que la logistique inverse, tout seul, c'est compliqué, même à plusieurs. Aujourd'hui, le déchet n'a pas malheureusement,
pas toujours malheureusement une certaine valeur, il ne peut être que peut-être recyclé ou autre. Comment, je me tourne peut-être vers vous, comment on peut gérer la question du financement? Est-ce que le déchet peut être toujours une ressource? Et donc du coup on a des nouveaux business plans, de nouveaux modèles économiques. Est-ce que la puissance publique doit prendre une partie? Parce qu'on est peut-être dans un rôle de respect de la planète, un nouveau rôle régalien. Quel est votre avis sur le sujet, la question du financement, de la récupération de ces déchets finalement pour en faire autre chose? Alors d'abord pour revenir sur le point précédent, déjà cette économie circulaire, elle est déjà en marche en ce qui concerne les emballages ménagers. C'est 70% de taux de recyclage. Donc il y a déjà une bonne partie de ces emballages qui retrouvent de nouvelles vies. Effectivement, comme vous le dites, c'est des boucles d'économie circulaire ouvertes, c'est-à-dire que tout ne retourne pas dans l'emballage. Et ce n'est pas un problème. À partir du moment où ça permet d'éviter d'utiliser de la matière première sur d'autres économies, c'est bien l'essentiel. C'est évidemment un centre de coût. Les entreprises ou la personne de L'Oréal qui nous regarde savent à quel point la contribution coûte cher parce que le coût de collecte et de tri des déchets, alors je parle encore une fois des déchets ménagers, mais je pense qu'on peut élargir à d'autres filières, a un coût et ce n'est pas compensé par la valorisation, les recettes générées par les matières secondaires. Évidemment, sur certains matériaux, il y a plus de valeur que d'autres. Sur les plastiques, le PET a une certaine valeur marchande. D'accord. Sur d'autres plastiques, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à très court terme, en tout cas, peut-être que je n'ai pas la boule de cristal, mais d'avoir une matière première secondaire qui compense les coûts de collecte et de tri. Il y a un dispositif industriel qui est en place, une supply chain qui est en place. L'économie circulaire a un coût, évidemment, oui. En même temps, je trouve qu'il faut insister sur les bonnes nouvelles en ce moment. Et vous dites, voilà, ce chiffre magnifique, 70% quand même des emballages effectivement sont collectés et sont gérés. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez encourageant. On peut toujours faire mieux, mais c'est très encourageant. C'est notamment effectivement surtout grâce effectivement aux éco-organismes. Et le vôtre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si cet éco-organisme, ce modèle-là est une spécificité française ou est-ce qu'on a été copié peut-être par d'autres pays? Pourquoi c'est arrivé chez nous ou pas? Est-ce que c'est vraiment lié à cette symbiose d'acteurs qui se sont mis ensemble pour l'imaginer? Parce qu'on peut vraiment être fier effectivement de ce modèle qui, je crois, n'a pas beaucoup d'exemples similaires. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Non, c'est quelque chose qui est généralisé. Hein. En ce qui concerne les emballages ménagers, il y en a dans tous les pays d'Europe, il y en a bien d'autres. Je crois qu'il y a environ 300 ou 400 modèles de REP à travers le monde. Le principe, c'est que ce sont les entreprises les metteurs en marché qui prennent leurs responsabilités et qui financent les dispositifs. Après, ça peut prendre des formes différentes. En France, on a des éco-organismes qui sont bien des sociétés privées. Hein. Au capital de ces éco-organismes, ce sont toujours des metteurs en marché qui travaillent sous agrément de l'État. Donc, on est sur une sorte de marché régulé, réglementé. Et ensuite, ça peut prendre différentes formes. En France, les cahiers des charges sont assez administrés, notre habitude française, un peu jacobine. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus libéral. Si on prend le cas de la France, il y a différents types d'éco-organismes. Dans le jargon utilisé, certains sont dits opérationnels, c'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise d'ouvrage de la gestion de la collecte et du tri des produits qu'ils gèrent. Le cas des meubles, le cas des équipements électriques ou électroniques, et des éco-organismes dits financiers, comme celui des papiers ou des emballages. Donc, Citeo intervient sur les deux, où là, la maîtrise d'ouvrage des opérations de collecte et de tri est laissée aux collectivités locales. Et c'est vraiment un partenariat entre les metteurs en marché et les collectivités locales pour développer ce système. Qui nécessite du coup une confiance, effectivement, pour que tout fonctionne bien, beaucoup d'acteurs différents, avec des rôles différents pour que la chaîne globale... Des parties prenantes de la chaîne de valeur, oui. Une dernière question un petit peu ciblée sur la question des emballages de plastique ou autres, par rapport à la loi. La loi effectivement portée par la secrétaire d'État, l'année dernière, Brune Poirson, sur l'économie circulaire. Beaucoup de choses ont été faites, pas mal d'avancées sur le plastique. Il est important pour nos auditeurs d'être assez pédagogiques. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments peut-être sur ce qui va changer dans l'application de cette loi, notamment par rapport au plastique? Et j'invite les différents intervenants à agir aussi sur leur filière en particulier ou sur leur domaine d'expertise pour me donner aussi leur avis et leur optimisme ou non sur la mise en œuvre de cette loi et ce qu'elle peut porter par rapport à l'idée d'une transition d'économie circulaire un peu globale.
Mais je vous laisse peut-être commencer sur... Alors, on pourrait y passer quelques heures. Peut-être les grandes lignes importantes. Dans les grandes lignes, alors, il y a pas mal de choses, parce que d'un point de vue réglementaire, on parlait tout à l'heure de pression politique. Ce qui est assez récent, c'est que jusqu'à présent, il y avait les grandes orientations qui étaient faites au niveau européen, et puis ensuite c'était aux États membres de décliner, de renforcer si besoin certaines des dispositions. Là, on se rend compte que l'Europe est de plus en plus prescriptrice auprès des États membres. Il y a une bonne partie de la loi économie circulaire, la loi AGEC, qui transpose finalement un certain nombre d'éléments, notamment l'interdiction de certains, pas tellement emballages, mais produits plastiques, certaines barquettes, les assiettes en plastique, les gobelets en plastique, ce type de choses. À usage unique. Voilà, à usage unique, oui, pardon. Il va y avoir des obligations autour de l'intégration de matières recyclées, notamment dans les bouteilles de boissons, avec une orientation à avoir 30% de matières recyclées d'ici à 2030. Voilà, des enjeux autour de l'affichage, de la sensibilisation du consommateur. Et puis, vous savez que l'une des ambitions de cette loi, c'est de se diriger vers zéro de plastique à usage unique à horizon 2040. Est-ce que c'est une stratégie précise ou est-ce que c'est une ambition? On le verra à l'avenir. Et la loi économie circulaire va poser les premières briques à travers des décrets pour se diriger vers des premières orientations à horizon 2025 pour définir les objectifs en termes. Parce qu'on parle beaucoup de recyclage, mais les nouveaux enjeux sont très clairement sur les sujets de réemploi, de vrac, pour limiter à la source la présence d'emballage. Merci beaucoup pour cette réponse claire et pédagogique. Je me tourne vers Gilles Béraud, donc président de la Fondation des Transitions. Question un petit peu cash, est-ce que vous pensez que cette loi, notamment effectivement la loi pour une transition vers l'économie circulaire, va permettre réellement une transition globale de notre système industriel français vers une économie circulaire, ou est-ce que c'est des petites touches, des petits points par-ci par-là, notamment sur la question principale du recyclage et peut-être même encore plus précisément du plastique, ou est-ce que vous êtes assez confiant sur le fait que ça va permettre vraiment une transition avec au passage des aspects sociétals derrière? Alors d'abord, merci de l'invitation. Alors attendez, j'ai un écho, je vais enlever le casque. Une précision, je ne suis pas président de la Fondation des Transitions, je suis le délégué général et on n'est pas nous acteurs de la RSE, mais on est un think tank qui travaille sur le changement d'échelle dans une logique multi-acteurs. Ce qui est un petit peu différent. Mais ce qui amène une réponse directe, on réussira cette loi si les acteurs s'en mêlent. C'est-à-dire que ça concerne bien sûr les entreprises, mais ça concerne autant les territoires, les collectivités locales. On parle de circularité tout à l'heure, mais il faudrait définir l'échelon territorial. Alors la difficulté, c'est que ça dépend des produits. Il y a des produits qu'on peut envisager sur un échelon territorial très, très local, et d'autres, il faut aller un peu plus loin, ce qui pose encore une fois des questions de supply chain. Le grand fantasme, évidemment, ce serait de considérer que l'économie circulaire n'a pas d'impact, mais transporter, traiter des déchets, les donner accessibles à d'autres, ça consomme aussi du carbone, ça consomme de l'énergie, ça consomme beaucoup de choses. Et donc, on a vraiment cette nécessité d'avoir une vraie vision locale. Et ça veut dire aussi que c'est le bon moment, pour revenir à vos toutes premières questions en début d'émission. On est dans une période difficile, complexe, mais aussi une vraie période de transition où c'est le moment de faire passer les choses. On peut espérer que tout ça ne pourra se faire que si réellement on met d'investissement dans le plan de relance sur ce sujet. Mais vraiment, il y a besoin d'investissements massifs. On va se souligner tout à l'heure. C'est des questions de formation, des questions de compétences. Il faut avoir plus de chercheurs. Et surtout, il faut être capable, effectivement, à l'échelon territorial, de créer des alliances où on arrête de se taper dessus entre ONG, entreprises, politiques, mais qu'on fasse réellement des alliances, qu'on trouve des climats de confiance sur des territoires. Et là, on peut envisager est à l'échelle. Donc c'est beaucoup, j'en ai conscience, mais je crois que c'est possible. Je suis convaincu que la prise de conscience est faite chez les collectivités, chez les entreprises, mais surtout, et peut-être, je ne sais pas si on avait besoin d'une loi, mais je pense que la loi peut favoriser ça. On a besoin de s'entendre, de se parler, de s'écouter. C'est aussi l'utilité d'une journée comme celle-ci, même si on est parfois en difficulté, pardon pour les auditeurs, mais on a des petits problèmes de son aujourd'hui, donc on s'entend pas, des fois c'est haché, voilà, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'on a tous envie effectivement de faire avancer ce sujet, mais c'est vraiment par la création d'alliances et surtout par le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, faut pas croire que tout ça n'est facile, faut pas croire que tout ça est sans impact.
c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre et c'est effectivement des gros investissements parce que vous savez, les transitions, il y a toujours un moment où ça coûte plus cher. Je suis convaincu que ce sera rentable à terme, mais pour l'instant, ça ne l'est clairement pas. Pour rebondir sur la question très intéressante de l'échelle, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la bonne échelle, justement, c'est une échelle plutôt très locale, très territoriale? On évoquait ce matin les systèmes agricoles avec la vertu, effectivement, parfois des circuits courts. Est-ce que ça dépend du sujet d'une certaine manière? Quel est potentiellement le bonne échelle par rapport aux différentes situations pour faire cette transition? Alors, je crois que notre enjeu, justement, pour diminuer les impacts, c'est diminuer l'échelle. Si vous parlez de déchets électroniques, vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème, il n'y a pas de production électronique en France. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait des déchets en France s'il n'y a pas de production électronique derrière? Donc, c'est tout l'enjeu de ce qui a été annoncé ces derniers mois, de l'envie qui est apparue, c'est de relocaliser le plus possible parce que pour éviter ce transport, alors sur les déchets électroniques c'est évident, d'autant qu'il y a la convention de Bâle qui nous interdit de les transporter, ce qui est quand même une vraie difficulté aussi légale, hein. Il y a aussi du juridique là-dessus, il y a aussi du travail à faire avec des députés pour leur expliquer qu'on a besoin de faire sauter certains verrous. Donc je crois c'est vraiment un travail de filière, on a des comités de filière industriels. Il va falloir que tous les comités de filière industrielle se traitent réellement, prennent réellement le sujet en main. On en a plein, il y en a un d'ailleurs sur le numérique dont je parlais tout à l'heure, mais il y en a dans tous les domaines. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas standardiser. Déjà, c'est compliqué de mettre en place une économie circulaire entre 3 ou 4 sociétés qui peuvent sur le même territoire travailler ensemble. À l'échelle du pays, ça passe sur des vrais systèmes d'information et donc effectivement plus ambitieux. Mais je crois que il faut travailler entre les comités de filière industrielle et les régions qui ont une vraie responsabilité sur le développement économique, parfois aussi les métropoles, mais on ne peut pas standardiser, il faut qu'on se mette tous autour de la table. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, je sais que Citeo a pas mal travaillé sur les sujets, mais c'est que par un vrai travail de territoire, et aujourd'hui je crois que ce serait un leurre de dire le bon échelon c'est la région, c'est le local. Quand on parle d'agricole, c'est évidemment plus simple de localiser les choses que quand on parle de déchets électroniques, quand on parle de chimie. Encore, la chimie est souvent centralisée dans des centres, donc on peut limiter les transports sans compter derrière que tout ça veut dire qu'il y a des stockages. On a vu récemment les difficultés, les risques que peut comporter des stockages sur des sites Céveso. Hein. L'économie circulaire, c'est parfois augmenter les risques. Je crois que c'est vraiment là, il faut accélérer les choses. L'envie est là. La période instable du moment doit nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Nous, là, on l'a fait sur la précarité énergétique, un de nos gros sujets qui n'est pas tout à fait notre sujet d'aujourd'hui, mais on s'est mis autour de la table, on a créé des comités régionaux partout et on avance beaucoup plus vite par rapport à ça. Et d'ailleurs, sur un sujet d'économie circulaire, il y a un projet qui est porté actuellement par les compagnons bâtisseurs qui font de la récupération des déchets de chantier, mais pas pour reconditionner, non, pour réutiliser tout ce qui peut être utilisé avec une vocation pour eux qui est inclusive, puisqu'il s'agit d'alimenter en matériaux gratuits des gens qui sont pauvres et qui sont capables de faire une partie des travaux chez eux. Donc vous voyez, mais tout ça n'a de sens que si c'est de l'hyperlocal sur ce sujet. Et le bâtiment, il y a de l'hyperlocal partout. Ce n'est pas le cas, évidemment, d'autres industries beaucoup plus spécifiques, d'autant quand une partie de la production est faite ailleurs. C'est pour ça que la relocalisation, même si j'y crois pas dans tous les domaines, c'est évidemment un gain extrêmement important parce que effectivement, elle enclenche beaucoup plus facilement ce type de démarche qui est celle qu'on a aujourd'hui. Alors vous parliez, je rebondis là-dessus, vous parliez des systèmes d'information, dès que tout ça peut marcher si on a des systèmes d'information solides. Si on prend l'exemple, je ne sais pas, effectivement des compagnons bâtisseurs, un très bel exemple que vous citez, il faut que les bonnes informations soient transmises peut-être numériquement ou autre pour que tel produit effectivement qui n'est plus utilisé avec telle caractéristique soit envoyable en local à telle famille qui a tel besoin. Il faut que tout ça puisse être fluide. Du coup, est-ce qu'une révolution en est d'une autre? Je vais parler un petit peu de numérique. Comment le numérique peut aider la transition vers une économie circulaire? Parce que j'ai le sentiment qu'on entend beaucoup cela. Le numérique peut aider, mais je ne suis pas sûr que ça soit forcément toujours très lisible et très compréhensible lorsqu'on n'est pas dans le métier, lorsqu'on n'est pas dans le secteur. En quoi, en fait, tout simplement, pour qu'on vulgarise un peu, le numérique est indispensable à une transition vers l'économie circulaire. Je vous laisse prendre la parole en fonction des desiderata, mais sur cette question essentielle du numérique au service de la transition.
Peut-être, je vous en prie, oui, peut-être côté professeur. Oui, alors, deux idées là-dessus. On parle beaucoup de blockchain, par exemple. D'accord. Donc, le suivi des produits tout au long de leur vie, qui donne beaucoup d'informations. On parle aussi de puces RFID, par exemple, pour pouvoir traquer les produits. Tout ces petites puces qui sont dans les produits. Exactement, et qui, du coup, transmettent l'information, la localisation. Exactement, la localisation et puis d'autres données. On parle aussi de capteurs qui envoient directement, par exemple, quand vous avez aujourd'hui une imprimante et qu'elle est connectée et vous, n'importe quelle entreprise pour laquelle vous avez acheté votre imprimante sait quand est-ce que vous n'avez plus d'encre et vous l'envoie. Voilà, tout ça, c'est des échanges d'informations. Donc on peut l'avoir sur le fait qu'on n'ait plus d'encre, mais on peut aussi l'avoir si votre imprimante, si je prends cet exemple-là, a une panne. Et donc pouvoir faire allonger la durée de vie du produit. La réparer plutôt que la renvoyer, en faire Exactement. autre chose directement. Là-dessus, il y a deux problématiques. Alors c'est très bien parce qu'on peut justement faire durer la vie du produit ou alors savoir où il est en fin de vie pour mieux organiser son retour, par exemple, dans des centres de tri et de collecte, etc. Deux sujets. Le premier, c'est les émissions de carbone dues au numérique. Qui sont souvent, qui sont pas toujours très bien calculées et dont on ne connaît pas exactement l'impact. Et aujourd'hui pas mal soumise à débat. Voilà, exactement. Donc c'est un autre sujet. Et en même temps, l'information. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup, puisqu'on parlait de formation, de métiers sont autour du data mining et de gérer toutes ces informations. Le numérique engendre aussi énormément d'informations. Et donc il faut pouvoir avoir les bonnes informations au bon moment pour pouvoir qu'elles soient utiles et pour pouvoir s'en servir pour l'économie circulaire. Pour éviter que ce soit une fausse bonne idée et qu'en fait, ce ne soit pas vraiment utile. Mais du coup, je me tourne vers Monsieur Laroffi. Est-ce que vous utilisez le numérique justement pour faire de l'économie circulaire? Alors, j'espère déjà qu'on a récupéré Monsieur Laroffi à distance. Je vous vois sur l'écran, je suis rassuré. Est-ce que vous utilisez le numérique vous-même dans votre entreprise, dans votre usine, pour faire de l'économie circulaire? Et je vais poser la question de l'autre manière. Est-ce que sans le numérique, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites? Les deux réponses sont oui. C'est-à-dire que oui, le numérique a transformé notre façon de produire, nous permet de suivre la qualité de nos produits, nous permet de s'alerter lorsqu'on a des pertes abyssales et justement d'éviter de les générer. On parlait tout à l'heure que la meilleure économie circulaire, c'est celle qu'on ne génère pas. Donc effectivement, d'abord suivre nos productions, prédire nos productions. On est carrément sur nos consommations d'énergie, sur des modèles prédictifs qui ont été construits grâce à un partenariat avec des startups. Et quand on parlait d'exploser les filières et de faire venir des filières, d'autres filières dans la cosmétique, par exemple, c'est exactement ce qu'on a fait. Des startups qui travaillent avec des grandes aciéries, qui avaient des consommations énergétiques incroyables, qui sont venues dans notre usine et qui nous ont dit « mais vous avez un champ incroyable d'économie ». Ils ont mis tout un tas de capteurs qui nous permettent en temps réel de réadapter la production, de réadapter finalement tout notre suivi. Et ensuite, finalement, en fin de vie, puisqu'on parle bien de ça, pour les machines, pour finalement l'ensemble des produits de notre usine, c'est aussi de les mettre à disposition d'autres partenaires qui sont connectés avec nous, qui voient qu'il y a encore une valeur résiduelle. Avec des puces RFID sur un inventaire, par exemple, tournant, ça nous évite de chercher les produits partout. On sait exactement où ils sont dans l'usine. On a même généré, pour tout vous dire, un bon coin entre l'ensemble des usines L'Oréal. Et en fait, on s'échange des machines. C'est très simple, hein, c'est une marketplace dans laquelle, au lieu finalement d'envoyer à la déchetterie une machine, ça peut intéresser une usine aux États-Unis, en Afrique. Et donc, modulo effectivement la facture carbone de cet envoi, on donne une seconde, une troisième vie à ces machines qu'on revend localement. Donc, que ça soit dans la génération de déchets, que ça soit la consommation d'énergie ou que ça soit dans la réutilisation de machines, oui, un grand fois oui, le numérique est un allié. Génial. Et du coup, ça rend vraiment optimiste d'entendre ces exemples qui sont déjà concrets, qui sont déjà engagés. Mais petite question un petit peu provocante, L'Oréal arrive à faire ça. L'Oréal est une très grande entreprise. Est-ce qu'il n'existe pas, de la même manière qu'il y a pour la population, une fracture numérique pour les entreprises qui fait qu'en fait, ces schémas-là sont réservés d'une certaine manière aux grands groupes, à ceux qui du coup peuvent bénéficier de ça et donc réduire leur impact, puisque de toute façon en plus il peut y avoir une corrélation entre la taille peut-être et l'impact. Mais est-ce qu'en fait il y a pas mal d'entreprises qui ne peuvent pas bénéficier de ce numérique pour faire leur transition? Et autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas exiger la même chose de toutes les entreprises à ce niveau-là? Voilà, je me tourne peut-être vers Monsieur Perry, éventuellement si vous voulez réagir à cette question de disparité. Oui. Alors, donc, moi, j'entends en effet que
le côté business, l'ajout, l'apport et le bénéfice du numérique me semble évident, et puis ça a été très très bien retraduit là sur le cas L'Oréal. Le côté usager lambda, qui aurait de plus en plus de produits avec lesquels on a intégré dans le produit du composant électronique et qui gère de la donnée. Là, il faut se poser la question de quel est le point d'équilibre entre tout ce qu'on va rajouter comme électronique embarquée plus ou moins lourde, qu'on aura pourquoi pas du mal à récupérer en fin de vie, et puis économie circulaire, on a évoqué, ou on ne l'a pas encore fait, mais des problématiques de ressources critiques. À un moment, il faut qu'on essaye d'évaluer quel est le bon ratio de tous ces objets connectés qui vont à monsieur tout le monde et qui permettent, ma foi, il est vrai, d'identifier où sont positionnés des produits et quel est leur état, voire quel est leur état durant leur vie pour augmenter leur durée de vie, ce qui est vraiment très 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 bénéfique. Mais le pendant, c'est pourquoi pas un peu plus de ressources, un peu plus de matière qu'on aura des difficultés à récupérer en fin de vie, et un petit peu plus d'émissions de CO2 au travers de tous ces échanges de données. Donc, et il n'y a pas de réponse, quoi. La vraie difficulté, on l'a évoqué juste avant, quand vous posiez la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour évaluer tout ça. Voilà. Moi, je suis persuadé que le numérique, évidemment, va apporter des solutions. Et il y a des industriels, du manufacturier ou du vendeur de produits qui ont intégré ces objets-là, ces éléments-là dans leurs produits, et on voit que ça marche, et on fait du business, plus de business, ou au moins autant, avec moins de produits. Donc là c'est du vrai bénéfice. A contrario, mon textile, mes vêtements connectés, je suis pas complètement convaincu que tous ces produits-là nécessitent d'être connectés, modulo des enjeux liés à de la santé, où là aussi je pense que le numérique pourra avoir beaucoup d'utilité, mais on déborde un peu du côté circulaire. Donc comment trouver le bon équilibre entre ce qu'on met dans des produits pour le business, ça me semble évident, des produits pour grande consommation, les questions restent posées. Alors, pour pousser un petit peu la question... Intervenir, moi je dirais que, contrairement à ce qu'on voit, L'Oréal, moi je le considère comme un bac à sable. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de start-up, quand je parle de la recyclerie, quand je parle même d'économie sociale et solidaire, oui, nous sommes un grand groupe, oui, on a des moyens qui peuvent échapper parfois à certaines PME, mais justement, en fait, l'idée de faire un projet, de le réussir, de montrer qu'il y a une certaine rentabilité, on parlait de business tout à l'heure, et finalement ensuite de pouvoir le déployer de manière plus large avec le support des collectivités, c'est exactement ce qu'on a fait à Vichy. Je trouve que, en tout cas, nous, on est dans notre rôle, sans doute de locomotive, mais qu'on assume. Et ensuite, bien sûr, ces solutions, elles visent à être déployées si elles sont positives. Pour pousser un petit peu la question, merci beaucoup pour ces deux visions. On peut imaginer qu'il va être difficile d'arrêter la vente de produits de plus en plus technologiques. S'ils sont mis sur le marché, ils vont potentiellement trouver preneur parce qu'il y a des bons designers derrière, il y a des usages intéressants, pas forcément indispensables au sens de Maslow, mais intéressants. Du coup, est-ce que vous pensez, la question est purement une question d'opinion, qu'il faut absolument modérer la mise sur le marché de produits destinés aux particuliers qui embarquent énormément d'électronique complexe. On sait que des produits comme des smartphones ont des matières premières qui proviennent parfois de 15 pays différents ou autres. Est-ce qu'on doit limiter, quoi qu'il arrive, la mise sur le marché de ces produits-là, donc par la puissance publique, et le réserver aux entreprises pour avoir des effets positifs comme ceux de L'Oréal? Ou est-ce que, clairement, ce n'est pas la bonne manière de faire pour en arriver à quelque chose de positif? Est-ce que l'usage particulier, à l'instar de ce que certains disent sur la 5G, réserver les usages de la 5G à la santé, aux professionnels, etc., et éviter l'usage des multiples et particuliers. Est-ce qu'on doit limiter les choses pour le B2C, tout simplement? Si je peux me permettre, je veux bien répondre à ça. Je crois que là, on est face à un sujet qui s'appelle la démocratie.
À un moment, si on veut interdire des outils électroniques, il va falloir peut-être interdire la télévision parce que ça déprime les gens de regarder BFM. D'ailleurs, ça peut peut-être effectivement être une question de santé publique. J'ai rien contre BFM, mais en tout cas, regarder ces médias-là, qu'est-ce qu'on interdit, quoi? Il faut interdire la voiture à ce moment-là, le dimanche. Non, je crois qu'il faut rester un peu les pieds sur terre. La question, c'est celle de l'éducation, c'est celle de l'information. Quand j'entends des chiffres qui disent et je ne suis pas pour le tout électronique, le tout numérique, et effectivement, il est temps que cette industrie fasse réellement le travail d'économie circulaire de déchets, d'efficacité énergétique, etc. C'est un tout petit début, c'est pas fait. Mais quand j'entends dire que le numérique, l'Internet, c'est 5-6% des émissions de carbone, j'ai juste envie de te répondre, c'est tout. Parce que quand quelques millions de personnes ou dizaines de millions de personnes dans le monde prennent l'avion, là on parle de plusieurs milliards de personnes qui s'éduquent, qui ont accès à la santé. Enfin, on n'est juste pas du tout dans la même échelle. Je trouve qu'aujourd'hui, l'impact carbone du numérique est trop important par rapport à ce qu'il pourrait être, mais est extrêmement faible par rapport à l'impact qu'il a. Quand on attaque la 5G, c'est pas la 5G. Est-ce qu'on accepte que nos enfants regardent des vidéos? Parce que, et si effectivement le fantasme du maire de Grenoble, c'est de regarder du porno dans un ascenseur, il n'y a aucun problème. Même en 4G, ça marche absolument très très bien. Sauf que ça consomme beaucoup plus en 4G qu'en 5G. Donc je crois que la vraie question, c'est celle des comportements, c'est celle de la démocratie, et que mettons-nous autour de la table pour discuter des sujets. Mais si on veut tout imposer dans des accords soit dual entre l'État et des entreprises, entre les entreprises, des collectivités, etc., sans avoir les citoyens, ça s'appelle un truc, la taxe carbone, ça s'appelle les gilets jaunes. Heureusement, on est encore dans un pays de démocratie. Donc je crois que vouloir porter des interdictions sur des produits électroniques, je trouve qu'on est face à un vrai sujet. Et de toute façon, heureusement, ce pays ne se laissera pas faire. Donc je crois que c'est vraiment pas du tout la bonne méthode. Très clair. Est-ce que certains veulent réagir avec un avis contraire? C'est une table ronde débat ou est-ce que vous êtes plutôt alignés? Est-ce qu'on a un consensus sur ce sujet? Alors plutôt en phase, je ne voudrais pas paraphraser celui qui est le grand parrain de cet événement en parlant des Amish, mais très clairement, il y a effectivement cette liberté. Et bien sûr qu'il y a un enjeu de mieux préserver l'environnement. Si on parle d'équipements électroniques, en faisant en sorte qu'ils soient plus réparables, en rallongeant leur fin de vie. Et en prévoyant leur fin de vie, pardon. Et c'est typiquement l'un des enjeux de la loi économie circulaire qui est en train de sortir et les décrets d'application sont en cours. C'est de pouvoir mieux encadrer cela de façon à ce que ces produits électroniques qui sont mis en marché, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc puissent intégrer ces notions-là, avoir moins d'impact environnementaux. Puis à un moment donné, c'est effectivement sur la liberté de chacun. Et je ne pense pas qu'il y ait d'opposition de la part des entreprises. Je crois qu'il y a Je vais revenir sur les secteurs que je connais mieux. Les entreprises ne sont absolument pas contre développer l'économie circulaire, de développer le réemploi, ce type de choses. Il y a un grand enjeu pour les entreprises, c'est de pouvoir le faire dans un horizon de temps qui soit raisonnable pour que ça soit soutenable pour les entreprises. Monsieur évoquait tout à l'heure les investissements qui sont nécessaires. C'est un peu schumpeterien cette affaire-là. L'économie circulaire, c'est bien, ça va créer des emplois, ça va créer certainement de l'économie, mais il y a un moment donné où il faut casser un système partiellement encore linéaire qui est en place. Et donc, il y a besoin de laisser le temps aux entreprises, de l'accompagner. Le plan de relance est une magnifique opportunité en ce sens, pour que les entreprises aient le temps de faire évoluer leur modèle. Il y a une coexistence des modèles actuellement, Exactement, en fait. Bien sûr. Il faut laisser un petit peu de temps pour que ça arrive, pour que ça soit vraiment réaliste. La solution, du coup, ne serait pas d'interdire de nouveaux produits, bien évidemment, et de manière très peu démocratique. Par contre, vous avez parlé de la formation, un sujet très intéressant, la formation, la sensibilisation. Est-ce qu'on est au niveau aujourd'hui, je me tourne vers les professeurs de cette table ronde, peut-être vous directement, est-ce qu'on est au niveau en termes de formation sur l'économie circulaire, sur les enjeux de développement durable? C'est qu'il existe une chaire d'une école parisienne qui a accueilli aussi les rencontres du développement durable, le SCP pour ne pas la nommer. Je travaille actuellement avec ma propre société, une chaire avec l'ESSEC sur ce sujet-là.
Est-ce que tout simplement la jeune génération qui a envie de s'engager, on en a parlé beaucoup durant les différentes journées des rencontres de développement durable, la jeune génération qui a envie de s'engager, qui a envie d'avoir les armes pour savoir vraiment où innover, dans quelle entreprise vraiment faire ces changements, est-ce qu'on les forme assez bien? Est-ce qu'il existe les offres pédagogiques aujourd'hui pour sensibiliser les futurs managers? Alors en effet, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier et qui maintenant se généralise dans beaucoup d'écoles. À Kedge, depuis en 2013, on avait une chaire qui s'appelait Business as Unusual et on avait avec l'Institut de l'économie circulaire qui a fait une cartographie, justement un schéma de l'économie circulaire. Donc vous voyez qu'on est plutôt en amont face à cette sensibilisation des étudiants. Alors évidemment là, que ce soit le SCP dont vous parliez, l'ESSEC, Kedge, les arts et métiers, on s'adresse à une certaine population aussi, puisqu'on est sur de la formation post-bac plutôt de haut niveau pour toutes ces écoles. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, on intègre tous maintenant des cours et non plus des cours comme on le faisait avant dédiés au développement durable, mais on l'intègre à tous nos cours, alors selon les écoles et selon les sujets, mais c'est quelque chose qui maintenant se fond dans tous les enseignements, et c'est ainsi, je pense d'ailleurs, qu'il faut le faire, puisqu'il faut que ça puisse être intégré. Pour l'enseigner depuis de nombreuses années, les étudiants sont maintenant sensibilisés avant même de découvrir nos cours en post-bac, 2 ou 3 années ou 5 années après avoir passé leur baccalauréat, et sont de plus en plus friands de ces cours, mais aussi sensibilisés et à rechercher des solutions et à être vraiment acteurs. Donc je pense que ça c'est intéressant parce que déjà en étant justement plus intéressés, ils acquièrent bien plus de notions lorsqu'ils sont formés, mais en intégrant ensuite les entreprises, ils sont aussi du coup les futurs acteurs du changement au sein des entreprises qui ne l'ont pas déjà fait. Donc je pense qu'en effet, on est plutôt dans une boucle virtueuse pour l'économie circulaire. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a un petit peu de ces enjeux du coup dans tous les cours et qu'il n'y a plus de cours spécialisés d'une certaine manière. Il faut en mettre un peu partout. Exactement. On a au début, alors vous en avez parlé dans les premières journées sur le Sulitest par exemple, où on a des premiers cours sur le développement durable. On voit dans tous les réseaux sociaux que toutes les écoles maintenant font la fresque du climat par exemple pour intégrer les enjeux. Ça, c'est une sensibilisation générale, mais après, on a des sensibilisations, que ce soit la finance durable, que ce soit l'éco-conception mais Nicolas Perry en parlerait bien mieux que moi, sur des enjeux pour des ingénieurs, mais que ce soit du management durable quand on est dans une école de commerce, etc. Du coup, je me tourne vers monsieur Perry. Est-ce que c'est la même dynamique, du coup, aux arts et métiers ? Une dynamique effectivement de présence de ces enjeux dans pas mal de cours différents, en plus de cours de spécialisation qui sont nécessaires aux côtés évidemment très techniques, très ingénieurs. Est-ce que vous ressentez la même tendance du coup de votre côté ? Alors, ce qui est évident, comme l'a dit Anicia, c'est que nos jeunes arrivent souvent sensibilisés, parfois même très motivés, parce qu'on voit qu'en sortie d'école d'ingénieurs, on forme des ingénieurs généralistes qui peuvent vraiment se placer dans beaucoup de secteurs d'activité. Ils recherchent leur poste. Et les secteurs vraiment avec ces colorations de prise en compte des enjeux liés au développement durable, de solutions responsables et c'est donc on a un lot de plus en plus fort, je pense, d'élèves, de jeunes ingénieurs qui vont chercher des sociétés, L'Oréal par exemple, qui affichent et qui me disent nous on est vraiment acteurs sur ces aspects-là. Au niveau de la formation, une des difficultés, en tout cas, nous, on forme plutôt sur les aspects, les dimensions techniques. C'est que pour bien embrasser les enjeux du développement durable, il faut être capable, donc, pour des ingénieurs, de maîtriser du technique, mais du juridique, du financier, du social. Et ça force, au-delà des cours, on va dire, un peu dédiés des métiers historiques des ingénieurs qu'on peut mettre en écho du développement durable au sens large ou de l'économie circulaire, si on voulait se recentrer un peu sur ce sujet-là, ça force de construire une offre et une ouverture vers des champs et des domaines qui sont peut-être un peu moins historiques, en tout cas d'écoles de type ingénieur, avec pour autant une forte demande des ingénieurs, ou en tout cas des jeunes que nous, on peut croiser, qui veulent vraiment comprendre et s'investir dans ces sujets. Donc un petit peu effectivement la même dynamique, ce qui est très enthousiasmant.
Vous parliez tout à l'heure effectivement du fait qu'il y a des écoles post-bac, des écoles post-prépa. Quelle est la bonne tranche d'âge pour intervenir en fait et pour former les jeunes à ces sujets? Est-ce que ça ne devrait pas, je lance le débat, est-ce que ça ne devrait pas devenir un sujet même de l'éducation nationale, un peu comme dans les cours d'éducation civique, dès le collège, dès le lycée, et du coup avec une certaine idée aussi d'égalité républicaine, tout le monde doit avoir le droit à ces sujets de sensibilisation, pourquoi pas apprendre à réparer, on est en train de réfléchir à ce sujet avec le cabinet du ministre de l'Éducation nationale, apprendre à réparer dès le lycée, aller aussi encourager les filières en fait, de formation dans des emplois de demain et reboucler du coup la boucle de l'emploi. Pourquoi en fait attendre effectivement peut-être des écoles, on est déjà bien avancé dans sa formation personnelle? Alors, je pense que c'est déjà le cas au primaire où il y a des ateliers pour trier, par exemple, les déchets. Alors, évidemment, selon les âges. Ça fait partie du programme? Alors, je pense que ça fait partie du programme. Hein. Je ne suis pas spécialiste de l'éducation nationale, mais le 3 ans qui n'est pas encore là. Voilà, mais ça va bientôt arriver. Vous allez être challengé à la maison pour trier correctement. Et après, et du coup, si j'avance dans les âges, au lycée, maintenant, on a des éco-délégués. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui rentre en effet. Mais je pense que cette idée que vous évoquez et qui, pour le coup, pour avoir, moi, des enfants un peu plus grands et ne pas voir ça, je pense que, justement, avoir des cours de réparabilité et autres serait une très bonne idée pour que tout le monde puisse savoir un minimum comment recoudre un bouton ou réparer quelque chose de plus technique. C'est peut-être des vieux cours, entre guillemets, qui, ma foi, vu le contexte, serait peut-être, ce serait une bonne idée de pouvoir les remettre au goût du jour pour faire durer ces produits dans l'économie circulaire. C'est vrai, c'est des choses que potentiellement nos grands-parents et grands-parents et tout savaient très bien faire et qu'on a désappris à faire dans une société de consommation où on veut toujours acheter du neuf. Je suis obligé de vous poser quelques questions sur le plan de relance, forcément, puisqu'il y a une partie importante du plan de relance qui est dédiée à la transition écologique. Si je ne dis pas de bêtises, le budget de l'ADEME, donc l'agence qui s'occupe des questions environnementales, double d'1 milliard à 2 milliards. Il y a 500 millions d'euros pour l'économie circulaire. J'espère ne pas avoir dit de bêtises sur les chiffres, mais sinon, nul doute que les experts présents me corrigeront. Je me tourne vers vous, Julien Dubourg, sur Citeo. Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer concrètement votre travail, votre impact? Est-ce que vous sentez le vent dans votre dos? Est-ce que ces financements vont aux beaux endroits? Comment vous ressentez un petit peu ces annonces du plan de relance? Comment on peut un peu les décortiquer? Alors désolé, vous prenez cette question après avoir pris la question aussi sur la loi. Donc vous êtes celui qui me permet d'être pédagogique. Et voilà, est-ce que vous sentez un vent positif? C'est vraiment une très bonne nouvelle. On parlait tout à l'heure en période de crise, est-ce que l'économie circulaire est toujours au goût du jour? Là, le fait d'avoir pris un angle très important autour de l'écologie, de l'environnement et effectivement des budgets dédiés sur l'économie circulaire, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, on ne peut pas anticiper et préempter les effets que ça aura, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que ça embrasse un petit peu tous les secteurs de l'économie circulaire, de développer la performance et l'outil industriel dans les centres de tri, d'aider les fabricants d'emballage, les régénérateurs, pour pouvoir intégrer de la matière recyclée. On évoquait tout à l'heure que cette matière recyclée, cette matière première secondaire, elle a un coût, elle est moins compétitive que la matière vierge. Donc là, c'est vraiment un input intéressant et qui va permettre de pouvoir développer cette intégration en lien avec les obligations qu'on évoquait dans la loi économie circulaire. Et puis des choses qui sont aussi un peu plus novatrices pour pouvoir encourager le réemploi ou le vrac. Là, il y a aussi des budgets qui sont dédiés en ce sens. Très clairement, là, c'est des choses qui touchent au business model des entreprises. On évoquait tout à l'heure que cette transition écologique, cette transition vers l'économie circulaire, il y a des choses qui sont assez naturellement, le recyclage, alors en plus c'est très mutualisé, donc ça se fait assez naturellement. Quand on touche à des changements de business model comme des changements de produits, des changements de mode de commercialisation et le réemploi ou le vrac, c'est une évolution de mode de consommation. Un, c'est des coûts d'investissement qui sont assez lourds. Deux, il y a des prises de risques pour les entreprises, donc d'avoir un outil financier en support pour pouvoir se lancer dans ces démarches. Très clairement, c'est positif. Ouais. C'est une bonne chose et ça va dans le bon sens. Vous évoquez le fait que ce n'est pas toujours possible, voire facile de faire du réemploi, effectivement d'être potentiellement vertueux dans l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a je me tourne peut-être vers Nicolas Péry sur la question vraiment très industrielle et ingénieure, est-ce qu'il y a des secteurs
qui ne peuvent pas faire de transition vers l'économie circulaire parce que tout simplement c'est une impossibilité technique. On sait que pour le textile c'est pas simple parce que la fibre recyclée, si je dis pas de bêtises, je ne suis pas un expert, mais n'est pas de très très bonne qualité aujourd'hui. Et donc du coup les acteurs qui produisent ensuite du textile ne sont pas poussés à racheter de la fibre recyclée, donc effectivement la boucle est bouchée d'une certaine manière. Est-ce que c'est parfois une fatalité? Est-ce que c'est un manque d'investissement? Ou est-ce qu'il y a des secteurs, j'ai pris l'exemple du textile, mais avec plaisir pour en évoquer d'autres, qui tout simplement ne peuvent pas y arriver en fait? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les technologies pour recycler ou récupérer, valoriser tout ce qu'on met sur le marché. Reste qu'il faut aussi peut-être par moment, et ça avait déjà été évoqué dans la discussion, sortir du réseau d'acteurs qu'on connaît, à savoir un textile, malheureusement, n'aura pas les performances pour refaire un textile, pour faire du vêtement. Par contre, peut devenir une matière première utilisable pour faire du matériau d'isolation. Donc, ça force dans la réussite pour l'économie circulaire de sortir les acteurs, ceux qui mettent sur le marché et puis ceux qui recyclent, de ne pas forcément chercher systématiquement à revenir à du matériau ou du produit équivalent. Et donc de s'ouvrir vers des champs d'application, des domaines qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas forcément. Et pour revenir à des problématiques techniques, technologiques, si je reprends les produits électroniques, nos ordinateurs portables, téléphones portables qui arrivent sur le marché, aujourd'hui, on a quelques acteurs, des opérateurs, il n'y en a pas beaucoup, qui sont en capacité de vraiment aller récupérer les terres rares, les matériaux critiques qu'il y a dans ces produits-là, parce que techniquement c'est compliqué. Si on veut se lancer dans ces technos, c'est très capitalistique, donc il faut être en capacité de pouvoir investir sur des moyens et des technologies qui demandent du temps à être maîtrisés, et derrière ça, dans des flux où il faut, et grâce à des éco-organismes par exemple, on peut s'assurer d'être un acteur qui va être alimenté en flux suffisamment pour pouvoir équilibrer économiquement la filière, soit directement parce qu'on sait commercialiser les matériaux recyclés et qui, pour ce coup-là, ont une forte valeur, donc on sait équilibrer, soit par des taxes qui viennent accompagner et supporter l'équilibre global. Et dans les enjeux, qu'est-ce qui peut bloquer? Il peut bloquer technologiquement, et puis si aussi dans l'ensemble des acteurs d'une filière, si on va dire les valeurs ou la chaîne de valeur n'est pas partagée par tous les acteurs, là on peut tomber sur des maillons qui s'arrêtent. Anicia a évoqué judicieusement les problématiques de collecte sur des 3E. Là, un des enjeux, c'est d'être en capacité d'aller collecter d'abord, avant même de voir traiter derrière. Si on ne sait pas soutenir économiquement les acteurs qui vont transporter du déchet. Et transporter du déchet, c'est pas forcément à forte valeur ajoutée. Si on ne sait pas répartir sur l'ensemble des acteurs, on vient créer des trous dans la filière, et donc derrière ça, on arrive à des impossibilités d'atteindre les objectifs. Reste que technologiquement, on peut imaginer qu'on travaille tous dans nos secteurs et métiers différents via des activités de recherche pour développer des technos qui permettent de récupérer de la matière, et en même temps, on travaille aussi pour des solutions qui minimisent le nombre de matériaux, composants, produits qui rentrent dans des produits initiaux, justement, pour jouer à la fois réduire le nombre de déchets en entrée et puis valoriser au maximum les gisements existants. Donc si je comprends bien, il est essentiel, encore une fois, de penser en écosystème. Ce que vous avez dit au départ, c'est qu'il ne faut pas imaginer tout simplement qu'un vêtement va redevenir un vêtement, mais il peut devenir autre chose. Donc du coup, il faut absolument des coopérations, d'acteurs qui se parlent. Je me retourne à nouveau vers vous, Julien Dubourg. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui, grâce à Citeo, ont travaillé ensemble? Parce qu'on a évoqué Citeo pour L'Oréal, par exemple. On a évoqué Citeo qui aide des entreprises, des startups à innover et à sortir de nouveaux projets, donc quelque chose d'une collaboration duelle. Est-ce que vous avez mis des acteurs ensemble, par exemple des grands groupes, pour qu'ils innovent ensemble et justement qu'un emballage devienne l'emballage d'un autre, ou ce genre de sujet? Oui, bien sûr. On a évidemment... l'économie circulaire intéresse et embrasse tous les acteurs de la chaîne. Et donc, lorsqu'on travaille sur la R&D des filières de recyclage, faut forcément avoir les parties prenantes. Celui
qui commandera à un moment donné la matière et le matériau pour fabriquer les emballages, donc ça va être le metteur au marché ou son fabricant d'emballage, et puis celui qui va faire le retraitement. Et typiquement, lorsqu'on parle donc il y a un certain nombre de plastiques, ça a été évoqué tout à l'heure, qui ne sont pas aujourd'hui recyclables, il n'y a pas d'outils industriels. Il y a des initiatives et des projets de R&D en cours sur le recyclage chimique. Donc typiquement, on travaille à la fois avec Total et puis les grands acteurs comme Danone, Nestlé, les grands consommateurs de polystyrène, par exemple, sur le recyclage des pots de yaourt, de façon à réfléchir avec l'industriel qui génère la résine aux solutions de recyclage chimique en l'occurrence, et s'assurer qu'il y ait une demande derrière de cette matière pour pouvoir la remettre au marché. Et sinon, trouver un équilibre de business évidemment pour l'ensemble de ces parties. Pour effectivement, comme il a été dit, que chacun ait une valeur ajoutée et reçoive une partie de la valeur ajoutée, sinon la chaîne s'arrête et ça peut être très compliqué. En résumé, c'est quand même pas simple aujourd'hui de faire l'économie circulaire quand même. J'entends que le coût de l'investissement est important, il faut bien trouver le modèle économique, donc du coup il faut vraiment travailler tous ensemble pour y arriver. Je vous propose de rentrer dans un dernier sujet, le sujet de l'échelle européenne. On a parlé du plan de relance, on a parlé du local, on a parlé du numérique qui met en réseau. Est-ce que, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les filières REP existent dans beaucoup de pays du monde, même s'il y a une adaptation à chaque pays et qu'il y a des spécificités à chaque pays. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau européen que, tout simplement, ça peut être une opportunité pour l'Union européenne, par exemple, comme le pointait le rapport de la Fondation Ellen MacArthur qui évoquait un chiffre important en termes d'économie de ressources, si tout le monde s'y met. Est-ce que la France prêche un petit peu seule dans le désert? Est-ce qu'effectivement il y a de la même manière un ensemble d'acteurs qui peut constituer un écosystème pour y aller? Est-ce qu'il y a plusieurs pays qui travaillent ensemble sur ce sujet? La question peut-être pour M. Béraud, si éventuellement vous voulez réagir à ça, est-ce que ça fait partie aussi du Green Deal finalement, cette réflexion sur l'économie circulaire? Oui, je crois complètement. Enfin, après, je n'ai pas de chiffres très précis par pays. Je pense que la dynamique est là, la prise de conscience est là. La difficulté, encore une fois, c'est d'agir. C'est pour ça que c'était vraiment intéressant la discussion aussi sur l'école même. Effectivement, on est en train de passer dans l'éducation de grands cours théoriques sur le développement durable. Et effectivement, Cage, avec le Solitest, Jean-Christophe Carteron, etc., a été vraiment précurseur en France. Mais on est en train de passer de ça à la solution. Donc maintenant, on a besoin de creuser chaque solution et on voit bien que la difficulté qu'on a, c'est d'avoir une pensée un peu systémique, c'est-à-dire d'être capable de comprendre. C'est pas des cerveaux qu'on a formés beaucoup, et notamment, je vois Nicolas Perry qui forme des ingénieurs. Moi, j'ai moi-même travaillé pendant des années à l'Institut Mines-Télécom. La question, c'est qu'on a formé des cerveaux très verticaux, et on a besoin de cerveaux plus transversaux, plus créatifs, plus capables de faire des pas de côté et plus orientés solutions. Et ça tombe bien parce que c'est comme ça qu'on implique des jeunes. Quand je présidais le comité 21, on a monté une exposition au Grand Palais pendant la COP. On a eu 50 000 personnes qui venaient voir des solutions. Ils ne venaient pas faire des déclarations comme quoi c'était bien ou pas bien, etc. Et donc, mais ça veut dire qu'il faut chercher, et c'est vraiment des mentalités différentes. Et quand on se situe au niveau européen, et on voit bien sur plein d'autres sujets en ce moment, face à la maladie, comment on peut se comporter différemment quand on est italien, suédois, etc. Et ce n'est pas une critique d'aucune sorte. La question, c'est cette capacité d'écoute, de créer des systèmes, de trouver des espaces parfois créatifs, d'inventer, et justement de comprendre et de faire comprendre à des jeunes que c'est un chantier formidable, qu'il y a beaucoup à inventer. Écoutez, moi, j'ai une fille qui rêve d'être ingénieure robotique. Enfin, elle ne rêve pas, elle s'y prépare déjà à la saison. Un de ses sujets, c'est d'aller récupérer des plastiques en mer. Voilà. Là. Mais elle s'intéresse aussi à comment des robots peuvent aider des personnes âgées. Elle n'est pas militante au sens de descendre dans la rue, de faire du plaidoyer, mais par contre de la solution. Et il faut absolument qu'on forme des gens à la solution, et c'est pour ça que les Repair Café dans les écoles, c'est extrêmement intéressant. Vous savez, Lévi-Strauss qui parlait du bricolage. Le bricolage, c'est une façon de s'approprier les choses, de faire par soi-même, et c'est comme ça qu'on enclenchera le changement d'échelle. C'est parce que chacun fera un petit bout de solution.
mais on a besoin de penser différemment, et c'est là qu'on a absolument, mais impérativement besoin que sortent de tous les niveaux de formation des gens qui sont dans la recherche systémique. Alors c'est un bien grand mot, mais la recherche systémique, c'est être capable de faire des pas de côté, de s'écouter, et encore une fois, c'est aussi à ça que servent des conférences comme aujourd'hui, comme ces RDD, qui sont capables de mettre des gens extrêmement différents autour de la table, dont finalement notre unique point commun, c'est notre capacité à s'écouter. Un bel éloge de ces rencontres. Merci beaucoup pour ça. Vous évoquiez les différences de comportement quand même par rapport à la crise sanitaire. Une question peut-être un petit peu provocante. Est-ce qu'il y a quand même effectivement une question culturelle sur la question du recyclage, du comportement par rapport, je ne sais pas, aux déchets? On sait qu'il y a des pays très pionniers en Europe comme la Finlande qui est déjà sur une trajectoire de transition globale déjà très entamée. Il y a des villes qui ont des circular economy roadmap déjà écrites depuis longtemps, comme Rotterdam, Amsterdam ou autres. Est-ce qu'il y a quand même un sujet un peu culturel? D'ailleurs, peut-être que la France est du bon côté, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est pas du tout le sujet, que c'est juste une question en fait du début de la formation pour que tout le monde soit formé? Qu'est-ce que vous en pensez? Sujet un peu touchy, mais c'est pas grave, on est là pour débattre. Peut-être Michel Degler, vous en prie. Oui, avec plaisir. Eh bien, vous n'avez pas le choix. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Oui, je pense qu'il y a une question culturelle. Et au-delà de l'Europe d'ailleurs mondiale, pour avoir des étudiants internationaux en école, on a des réponses et des comportements différents quand on aborde ces sujets-là, qui tendent à être les mêmes, mais qui au départ ne sont pas les mêmes. Et en effet, vous parliez des pays par exemple européens du Nord. Le premier écoquartier industriel de Kallenbourg, c'est 1970. Donc on a des échelles qui sont dans le temps et des sensibilisations qui sont différentes, des comportements qui sont différents, oui. Comment ça peut s'expliquer, par exemple, si cette histoire particulière, si vous donnez peut-être un peu plus d'éléments, pourquoi cet écoquartier en 70, pourquoi c'est des choses qui ne sont pas arrivées chez nous à des aires industrielles, effectivement, décorrélées, est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'explication rationnelle, en fait? Oui, alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas arrivé jusqu'à nous. Mais je pense qu'il y a une grosse part de culturel là-dedans. Quand on voit les pays qu'on a appelé frugaux au moment du plan de relance face à cette crise. Je pense qu'en effet, un des points, et ce n'est sûrement pas le seul, mais un des points est cette question culturelle qu'on a vis-à-vis et de la consommation et des déchets et de la nature aussi, je pense. D'accord. Donc effectivement, un sujet à prendre en compte, d'où l'importance encore plus importante, entre guillemets, de la formation. Je reviens sur l'échelon européen, si vous le voulez bien. Peut-être, Monsieur Perry, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, pour vous, si l'échelon européen peut être pertinent, alors par exemple sous l'axe de la recherche ou des investissements? Est-ce qu'il y a des choses déjà, vous avez peut-être des coopérations avec d'autres écoles, en Europe par exemple, les arts et métiers, je sais que par exemple pour avoir des budgets, la Commission européenne, il faut parfois fonder des consortiums de réflexion ensemble. Est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui peuvent fonctionner, des plans de recherche communs? Et est-ce que du coup l'échelle européenne peut être la bonne pour faire switcher l'économie au global? Alors primo, moi je pense vraiment que l'Europe joue un rôle majeur dans les évolutions au travers des standards, par exemple, pour faire monter en compétence l'ensemble des acteurs, mettant du réglementaire qui augmente des niveaux d'exigence de plus en plus élevés. Et derrière ça, aucun constructeur monde, quel que soit le produit, ne veut éviter de vendre en Europe, donc va vers ces standards. Et en corrélation de ça, l'Europe soutient, vous avez évoqué là les appels Green Deal, donc qui sont le nouveau nom, on va dire, des grands appels à projets à venir, dans lequel il y a clairement des items ou un item autour de l'économie circulaire. Alors sur plein de secteurs différents, depuis la construction étant un gros générateur de déchets et dedans, mais en fait toutes les filières REP, tous les typologies de produits peuvent s'inscrire dedans. L'Europe invite, donc fait des appels pour que des acteurs, qu'ils soient académiques et portés vers la recherche et industriels, à se croiser. Alors, et pas que industriels, ça peut être aussi des territoires, des régions, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, bref, tout type d'acteurs à se
croiser et faire des réponses ensemble pour pouvoir développer des nouvelles solutions, développer des solutions qui peuvent être contextualisées. On vient de l'évoquer, c'est clair que les pays d'Europe du Nord ont des réflexes et des habitudes et des visions aussi. Peut-être ça rejoint le côté un peu systémique, la capacité d'adresser des sujets en prenant vraiment un peu de vision globale et de prendre toutes les dimensions en compte qu'on a peut-être un peu moins. Donc l'Europe prône des constructions de consortiums pour pouvoir répondre à un certain nombre de sujets. La force est que derrière ces soutiens, les résultats sont l'objectif de ces résultats, c'est qu'ils soient partagés et diffusés largement pour que d'étape en étape, on puisse se construire et enrichir des expériences précédentes, des succès, et aller encore plus loin en combinant les efforts, qu'ils soient après européens ou par moment des déclinaisons ou des applications plus nationales ou régionales. Donc c'est une condition au financement. Ce que vous dites, c'est que pour avoir un budget de la Commission européenne, par exemple, sur ces sujets-là, il faut créer un consortium et derrière accepter, reconnaître que tout sera partageable, open source quelque part. C'est clairement... Oui, c'est clairement le cas. Aujourd'hui, on doit, tout ce qu'on publie, nous, chercheurs, on traduit ce qu'on fait, entre autres par des publications. Les publis sont open source, à savoir gratuites et accessibles pour tout le monde. Et pour pouvoir répondre à un projet européen, en effet, il faut, alors il y a différents formats, mais il faut être à minima plusieurs acteurs de pays différents pour pouvoir répondre. Et on peut très bien aussi faire des projets européens par moment, avec des acteurs qui ne sont non du domaine européen, non de la région européenne. Ils ne seront pas financés, mais ils peuvent collaborer pour qu'on s'inspire, pourquoi pas, de leurs pratiques ou on transfère avec eux aussi un certain nombre de pratiques. Finalement, quand on parle d'écologie, on a tous la même terre. Et ça rejoint totalement ce que vous venez de dire. Au niveau européen aussi, parfois, il y a effectivement des tentatives d'harmonisation de règles, puisqu'effectivement, on crée rapidement de la distorsion. Pour reprendre l'exemple des produits électroniques, il y a eu tout un débat autour de la TVA sur le reconditionné, que personnellement, avec Zach, on a encouragé. On sait que certains pays européens le font déjà, notamment la Suède ou autre, donc c'est possible. Cependant, tout de suite, effectivement, ça crée une distorsion très importante quand on connaît le pourcentage de TVA. Est-ce que, par exemple, dans votre filière, on a, et dans tout ce qui va être traité par Citeo, on arrive à harmoniser un petit peu? Est-ce que c'est un sujet qui est souvent un sujet de crispation, si on fait des choses chez nous, mais qu'on ne les fait pas ailleurs? Est-ce que vous avez des clients, tout simplement, qui ne vont pas aller sur des projets parce que leurs filiales, par exemple, ne peuvent pas onboarder sur le projet, ayant des conditions tout simplement différentes d'un point de vue régulation? Alors, plusieurs choses. Ce qui est certain, c'est que effectivement, le fait qu'il y ait une harmonisation, et on y vient doucement sur le calcul des taux de recyclage, sur les enjeux d'éco-conception. Si en France, on pousse sur un sujet d'éco-conception et qu'on est le seul pays à le faire, évidemment, pour un metteur en marché qui est sur l'ensemble des pays européens, voire dans le monde, c'est pas pertinent et il n'ira pas en ce sens. Donc, sur l'éco-conception, ça tend à évoluer, d'aller vers des démarches plus harmonisées. Il y a des sujets importants, hein, comme le taux de recyclage. On parlait tout à l'heure du geste de tri des consommateurs en Europe. On n'a pas forcément à rougir en France, hein, on est plutôt dans la moyenne, mais le calcul des taux de recyclage, je ne vais pas rentrer dans la salade technique, mais peut être très différent. Et là, l'Europe, et c'est une bonne chose, va normaliser la façon de calculer ce taux de recyclage. C'est important lorsqu'on parle de la taxe plastique sur les plastiques non recyclés qui va financer le plan de relance au niveau européen. C'est important que tout le monde soit logé à la même enseigne. Qui est payé par les consommateurs ou les entreprises? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu? Alors à ce stade, c'est une taxe qui incombe aux États membres de la part de l'Europe pour financer le budget des plans de relance. Après, appartient à chaque État membre soit sur son budget général, soit de créer une taxe. Jusqu'à là, les orientations au niveau français, il n'y a rien de défini. Il a été dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles taxes sur ce sujet. Donc, on pourrait considérer que ça sera pris sur le budget général, en tout cas dans un premier temps. On ne sait pas ce que l'avenir nous préserve. Mais voilà, il y a un travail d'harmonisation et de normalisation au niveau européen qui est précieux pour engager les entreprises qui interviennent sur l'ensemble des marchés. Très clair, merci beaucoup. Une petite question du public, donc de Xavier Dutour.
je me permets de vous la retranscrire. On imagine que le recyclage, ce sont des industries en elles-mêmes, avec des techniques à développer. Sur combien de filières, donc j'imagine quand on parle de filières de secteurs industriels, dispose-t-on aujourd'hui de techniques matures et généralisées sur l'ensemble du territoire? C'est une question, alors on ne va peut-être pas répondre par un chiffre, je pense que la question est très complexe, mais pour paraphraser peut-être un petit peu la question, est-ce qu'en fait on a beaucoup de filières qui sont déjà un peu matures sur la question du recyclage? Est-ce qu'on en a qui sont complètement, qui n'ont pas entamé le sujet pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Est-ce qu'on est peut-être plutôt répondre par un pourcentage? Je me tourne peut-être vers le professeur des arts et métiers à nouveau. Est-ce qu'en fait il y a pas mal de secteurs qui sont touchés par ce virus positif de la transition? Alors déjà, malheureusement, j'ai une vision sur des produits ou des industries très typées du manufacturier, donc ce qui enlève quand même une grande partie de typologie de produits. Moi, j'ai l'impression, en me baladant un petit peu ou en discutant avec des collègues à l'international et en regardant ce qui est fait, que la France, on a quand même une capacité à être moteur, à développer des solutions, des technologies. Une des difficultés, c'est de basculer, une fois qu'on est monté en compétence sur des technologies, à passer à l'échelle et avoir on va dire, des acteurs industriels qui s'emparent de ces technologies et puis qui peuvent gérer du volume. Mais je serais tenté de dire que sur beaucoup de solutions, ou beaucoup de produits en tout cas, la France, et si je résume à la France et le recyclage, on est des acteurs qui sont plutôt de qualité. Reste qu'on voit arriver de plus en plus de robotique pour accompagner la fin de vie d'un certain nombre de produits. On voit arriver un certain nombre de technologies un petit peu amont préparatoires au démantèlement, séparation, récupération d'éléments, sur lequel on doit encore s'installer et progresser, ou là où on serait un petit peu en retard. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi, je trouve, et comme l'évoquait Citeo, on n'est pas si mauvais que ça en tri. Je pense qu'on fait partie des acteurs et avec des industriels français qui sont de qualité. Et je pense que les éco-organismes aussi aident à amener cette dynamique dans les capacités de développer des solutions pour pouvoir répondre aux enjeux un peu de fin de vie de ces produits. Avec la notion de mise en réseau, effectivement, grâce aux éco-organismes. Peut-être une dernière question d'une certaine manière, pour conclure. Il a été dit tout à l'heure, quand on parlait de formation, que effectivement, le développement durable, les enjeux de transition écologique doivent être présents un petit peu partout dans la formation, que ce soit dans la vie effectivement d'un jeune étudiant, collège, lycée, etc. Ensuite, dans sa formation, peut-être en école, à l'université. Or, on observe aujourd'hui, donc la question est un peu challenging aussi, mais on observe aujourd'hui que les décisions sont prises aussi beaucoup sous le prisme financier, avec une répartition des ministères où on décorrèle peut-être le ministère de l'économie d'un ministère de l'environnement. Est-ce que si on va au bout du raisonnement, et c'est vraiment pour débattre, en aucun cas pour donner une opinion en tant que modérateur, mais est-ce que si on va au bout du raisonnement, il ne faut pas en fait tout simplement mutualiser certaines formes de décision, par exemple mettre un ministère de la transition écologique au cœur par exemple de Bercy, puisque ça logiquement irait dans le sens de mettre un petit peu de transition écologique partout en tant que sujet premier. Il y a eu ce grand débat autour de la Convention citoyenne pour le climat, est-ce qu'on rajoute de l'écologie dans effectivement certains textes? Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Est-ce que tant qu'en fait le portefeuille ne sera pas directement entre guillemets, géré avec ce prisme de la transition, finalement, ce sera compliqué d'avoir quelque chose d'assez systémique. Voilà, je vous laisse réagir librement. C'est la dernière question, donc on peut mettre en débat, vous n'êtes potentiellement pas d'accord sur ce sujet, et ça serait tant mieux. Peut-être Monsieur Béraud pour commencer. Je crois qu'effectivement, d'ailleurs, c'est plus dans le nom du ministère. Le mot développement durable n'est plus, c'est pas un ministère. Je crois que ce qui aurait vraiment du sens aujourd'hui, c'est même pas Bercy, c'est un vice-premier ministre, comme l'ont fait certains pays, et qui fait que on crée. Vous savez, la fonction même développement durable dans les entreprises a été une nécessité à un moment donné parce qu'il fallait faire exister un projet. Quand on enferme dans un métier, on l'enferme. Aujourd'hui, la question, c'est que tout le monde raisonne en termes de développement durable. Donc je crois que c'est même infiniment dangereux d'avoir un ministère qu'il est le ministère des transitions ou du développement durable. Ça revient un peu au même. Et donc je crois que la nécessité, c'est que ce soit le Premier ministre qui soit effectivement le
ministre du Développement durable. On l'a connu de façon très, très rapide en 2012, comme M. Fillon, mais qu'on n'a pas connu comme étant un grand défenseur des questions de développement durable, était en même temps ministre du Développement durable du fait de la démission de sa ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais je crois que ça ne l'a pas été. Maintenant, il faut que ça vienne au plus haut niveau et il faut que tout le monde s'en occupe. Hein. On a des hauts fonctionnaires au développement durable dans chaque ministère, ça fait assez longtemps. Je pense que beaucoup de choses se sont mises en place depuis le Grenelle de l'environnement. Hein. Je crois que ce n'est pas la Convention citoyenne qui a inventé ces sujets-là. C'est un éclairage, mais la question, c'est celle d'une discussion de type Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire qu'on aurait besoin d'un Grenelle du développement durable où tous les acteurs qui font, les opérateurs, soient autour de la table et travaillent, mais ça ne peut être que sous l'égide d'un Premier ministre. Il faut que ça monte au niveau Premier ministre. Mais effectivement, Bercy est un sujet. J'espère qu'Olivier Grégoire, ayant le SS et des éléments de dimension comme ça à Bercy, va pouvoir faire bouger des choses. Mais globalement, je pense que ça se passe en interministériel. Peut-être via un haut commissaire au plan, qui sait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que c'est le bon niveau pour la décision au terme gouvernemental? Julien Dubourg. Alors vraiment, avis personnel et en réflexion, je ne sais pas si c'est nécessaire de tordre l'administration française. Il y a quand même un certain nombre de dispositifs de fiscalité écologique, fiscalité environnementale, sans que tout soit réuni dans un Bercy / ministère de l'écologie, de la transition écologique. Il y a sous la responsabilité de l'Élysée, il y a ce Haut Commissariat à l'environnement, il y a le Conseil national de défense écologique, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il y a un certain nombre d'éléments. Comme vous l'évoquiez, je crois que ça se passe beaucoup en réunion interministérielle. On peut quand même saluer le fait que le MTE, Barbara Pompili, soit la numéro 2 du gouvernement. Ça donne protocolaire important aussi. Voilà, ça donne un éclairage sur l'ambition nationale qui est fixée. Une fois de plus, la nature du plan de relance, peut-être que je suis d'un naturel positif cet après-midi, mais peut donner de bonnes perspectives en la matière. Je vous propose de conclure sur cette note positive pour garder de bons souvenirs de ce débat. Merci beaucoup à toutes et à tous, en présentiel et en distanciel, pour ce débat autour de recycler l'économie et de parler de notre industrie. Très bon après-midi à toutes et à tous, et à tout de suite pour la suite des rencontres de développement durable. Je vous retrouverai pour un débat autour du transport dans quelques instants. Merci beaucoup.